Une famille heureuse est toujours le rêve de nombreuses personnes. C'est non seulement le souhait des couples, mais aussi le bonheur et la fierté de leurs enfants. Personne ne veut vivre dans une famille malheureuse. Cependant, il y a beaucoup de choses qui font que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Chaque famille a des coins cachés qu'elle ne veut pas que l'on sache. Et la famille Obama ne fait pas exception à la règle. La famille Obama ne fait pas exception à la règle. D'autant plus qu'Obama est un personnage public qui fait l'objet d'une attention particulière de la part des médias. Il y a tout juste une minute, la fille d'Obama s'est enfin décidée à faire une nouvelle déclaration confirmant nos soupçons au sujet de Michelle Obama. Michelle Obama, avocate et écrivaine américaine, a été la première dame des États-Unis de 2009 à 2017. Elle est mariée à Barack Obama, 44 et président des États-Unis. Michelle a grandi dans le quartier sud de Chicago, une grande métropole de l'Illinois. Elle a rencontré Barack alors qu'elle travaillait au cabinet d'avocat Sidley Austin, où elle a commencé sa carrière juridique. Michelle et Barack se sont unis par les liens du mariage en 1992. Ils ont 2 filles, Sasha et Malia. Néanmoins, l'une d'entre elles a révélé son identité. Comment expliquer la confusion autour de son véritable sexe? Accompagnez-nous dans la découverte du secret le plus honteux de Michelle Obama. L'enfance. Michelle LaVaughn Robinson, communément appelée Michelle Obama, est née à Chicago, dans l'Illinois, le 17 janvier 1964. Fraser Robinson III, son père, participait activement à la vie politique locale et travaillait à la station d'épuration municipale. Marion Shields Robinson, sa mère, était secrétaire au magasin de catalogues Spiegel. La mère de Michelle est restée à la maison pour s'occuper d'elle et de ses frères et sœurs avant qu'elle ne s'inscrive au lycée. La famille de Michelle a une longue histoire aux États-Unis, qui remonte à l'époque précédant la guerre civile. En Caroline du Sud, la famille de son père est d'origine Gula. Jim Robinson, son arrière-arrière-grand-père, est né dans la servitude sur une plantation en 1850. Il a été libéré à l'âge de 15 ans après la guerre civile. Les membres de la famille de Michelle résident toujours dans la région de Georgetown, en Caroline du Sud. Fraser Robinson Jr., son grand-père, a construit sa propre résidence dans la région et s'y est installé à sa retraite. L'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Michelle, Melvinia Dozie Shields, est également née en esclavage en Caroline du Sud du côté de sa mère. Elle a été vendue à Henry Walls Shields, un individu qui possédait une importante propriété en Géorgie. Adolphus Shields, fils métis de Melvinia, né vers 1860. Selon les chercheurs, son père était probablement Charles Marion Shields, le fils du propriétaire de Melvinia. Melvinia a eu par la suite d'autres enfants métis et a vécu à proximité de la famille Shields après sa libération. La famille de Michelle, comme beaucoup d'autres familles ayant une histoire similaire, n'a pas beaucoup parlé de l'époque de l'esclavage. La lignée ancestrale de Michelle comprend des origines irlandaises, anglaises et amérindiennes. Même son cousin, le rabbin Capers Funny, né en Caroline du Sud, s'est converti au judaïsme après avoir obtenu son diplôme universitaire. Michelle a grandi dans une résidence située à l'étage supérieur d'un immeuble de South Euclid Avenue à Chicago. Cette résidence était louée par ses parents à sa grand-tante, qui habitait au niveau inférieur. Elle a reçu une éducation assez typique, dans laquelle sa mère restait à la maison. Son père travaillait et ils partageaient un repas chaque soir. Son école primaire était située juste en face. La famille de Michelle prend plaisir à s'engager dans des activités telles que la lecture de romans, les jeux tels que le Monopoly et les relations. En outre, elle a appris à jouer du piano avec sa grand-tante, qui était professeure de piano. La famille aime passer des vacances dans une cabane rurale du Michigan et se rend à l'église méthodiste unie de South Shore. Craig, le frère et la sœur de Michelle, est son aîné de 21 mois. Le 2e semestre a été omis par tous les deux. La sclérose en plaques du père de Michelle a été une source de difficulté pour la famille. Elle l'a incité à exceller dans ses études et à éviter de s'engager dans des activités criminelles. Dès la 6e année, elle a été inscrite dans une classe d'excellence à l'école primaire Bryn Mawr. Elle a fréquenté le Whitney Young High School, le premier magnet high school de Chicago, qui pratiquait une politique d'inscription sélective.
Elle devait donc faire 3 heures de trajet aller-retour entre son domicile et l'école. Michelle est restée déterminée et a utilisé toute négativité comme une motivation, malgré ses inquiétudes quant à la façon dont les autres la percevaient. Michelle a été victime de discrimination sexuelle pendant son enfance. Souvent, les gens cherchaient à connaître le point de vue de son frère plutôt que le sien. Elle a obtenu des résultats scolaires exceptionnels, figurant au tableau d'honneur pendant 4 années consécutives, s'inscrivant à des cours avancés, devenant membre de la National Honor Society et occupant le poste de trésorière du conseil des élèves. Elle était la 2e meilleure élève de sa cohorte lorsqu'elle a obtenu son diplôme en 1981. Éducation et début de carrière. Michelle Robinson, qui deviendra plus tard Michelle Obama, est incitée par son frère aîné, Craig, à s'inscrire à l'université de Princeton. En 1981, elle commence ses études à Princeton. En 1985, elle obtient son diplôme avec mention à Princeton, où elle se spécialise en sociologie et en études afro-américaines. Sous la direction de son conseiller, Walter Wallace, elle rédige une thèse de 99 pages intitulée Princeton Educated Blacks and the Black Community, les Noirs éduqués à Princeton et la communauté noire. Certains des professeurs de Michelle au lycée ont tenté de la dissuader de poser sa candidature à Princeton en lui conseillant de ne pas se fixer d'objectifs trop élevés. Elle tenait absolument à démontrer ses propres capacités, même si elle était convaincue que les excellents résultats scolaires de son frère avaient pu jouer un rôle dans son acceptation. Sa première année à Princeton a été difficile. Elle se sentait intimidée par le fait qu'aucun de ses parents n'était allé à l'université et qu'elle n'avait jamais mis les pieds sur un campus universitaire. Selon un rapport, la mère de la colocataire blanche de Michelle a tenté de changer sa fille de chambre en raison de la race de Michelle. C'est la première fois que Michelle a pris conscience de sa race. Malgré les relations cordiales entre ses camarades de classe et ses professeurs, elle a continué à éprouver un sentiment d'aliénation. L'aisance de certains élèves, qui conduisaient des véhicules luxueux, l'a également prise au dépourvu. C'était un contraste frappant avec ses expériences précédentes. Michelle s'affilie au Third World Center de Princeton, une organisation universitaire et culturelle qui fournit une assistance aux étudiants issus des minorités. Elle est responsable du fonctionnement de la crèche et aide les enfants plus âgés à suivre des cours de soutien après l'école. Elle s'est également interrogée sur la manière dont le français était enseigné, estimant qu'il devrait être davantage axé sur la conversation. Pour sa thèse de fin d'études, elle a mené une enquête auprès de diplômés afro-américains afin de déterminer leur attitude à l'égard de leur appartenance ethnique avant, pendant et après leur séjour à Princeton. Moins de 90 personnes ont répondu sur les 400 qu'elle a contactées. Elle a été déçue de découvrir que de nombreux anciens étudiants noirs ne se sentaient pas liés à la communauté afro-américaine après avoir obtenu leur diplôme à Princeton. Michelle a poursuivi ses études à la faculté de droit de Harvard après avoir obtenu son diplôme à Princeton. En 1988, elle a acquis une plus grande confiance en elle au moment où elle a déposé son dossier de candidature à Harvard. Charles Ogletree, son mentor à Harvard, a déclaré qu'elle avait résolu le dilemme d'être à la fois brillante et noire, ce qui avait été une source d'inquiétude pour elle pendant son séjour à Princeton. Michelle a participé à des manifestations à Harvard pour plaider en faveur de l'embauche de professeurs issus des minorités. En outre, elle a été employée par le Harvard Legal Aid Bureau où elle a aidé des locataires à faible revenu à résoudre des problèmes de logement. Michelle est la 3e première dame à obtenir un diplôme de 3e cycle après Laura Bush et Hillary Clinton. Elle a déclaré que son éducation lui avait offert des opportunités qu'elle n'aurait jamais pu envisager. L'histoire d'amour d'Obama. Michelle et Barack se sont rencontrés au cours de leur mandat chez Sidley Austin LLP. Michelle a été chargée d'encadrer Barack pendant son stage d'été au cabinet, qui comptait peu d'Afro-Américains. Barack l'a d'abord impressionné lors d'un déjeuner d'affaires et d'une réunion d'une organisation communautaire, ce qui a marqué le début de leur relation. Comme Michelle l'a dit à sa mère, elle avait l'intention de se concentrer uniquement sur sa carrière avant de rencontrer Barack. En 1989, ils ont eu leur premier rendez-vous en regardant le film de Spike Lee, Do the Right Thing.
Barack a décrit les débuts de leur relation comme un scénario de attraction opposée. Michelle ayant un foyer biparental stable et lui étant plus aventureux. Le 3 octobre 1992, ils se sont unis par les liens du mariage. Michelle a eu recours à la fécondation in vitro pour concevoir leur fille. Malia Ann, née en 1958, et Natasha, connue sous le nom de Sasha, née en 2001, à la suite d'une fausse couche. La famille Obama réside dans le quartier sud de Chicago, où Barack enseigne à la faculté de droit de l'Université de Chicago. En 1996, il est élu au Sénat de l'État et au Sénat des États-Unis. Malgré l'élection de Barack, ils ont décidé de maintenir leur résidence à Chicago, car ils pensaient que cela serait avantageux pour leur fille. Michelle s'est engagée à ne s'absenter de la maison qu'une fois par semaine pendant la campagne présidentielle de Barack en 2008. Elle a fait campagne pendant 2 jours et est rentrée chez elle à la fin du 2e jour pour être avec leur fille. Michelle a demandé à son fiancé de l'époque, Barack, de rencontrer Valerie Jarrett, qui est devenue par la suite l'une de ses plus proches conseillères, avant de décider de son orientation professionnelle. Le couple a connu des succès et des échecs, en particulier dans le contexte de la carrière politique naissante de Barack et de sa vie de famille. Cela a donné lieu à de nombreuses disputes concernant l'équilibre à trouver entre le travail et la famille. Dans son livre The Audacity of Hope, Barack a déclaré qu'ils étaient souvent fatigués et débordés, ce qui limitait les occasions de conversation ou de romance. Lorsqu'ils résidaient à Chicago, ils s'efforçaient d'organiser des soirées en dépit de leur emploi du temps chargé. Leur fille fréquente l'University of Chicago Laboratory Schools, un établissement privé. Michelle était membre du conseil de l'école et a plaidé en faveur de la préservation de la diversité, ce qui a débouché sur une proposition d'agrandissement de l'école. Malia et Sasha ont fréquenté la Sidwell Friends School lorsque la famille a déménagé à Washington, D.C. Michelle a déclaré au Ellen DeGeneres Show en 2008 qu'elle n'avait pas l'intention d'avoir d'autres enfants. Les anciennes premières dames Laura Bush, Rosalind Carter et Hillary Clinton ont donné aux Obama des conseils sur l'éducation des enfants à la Maison-Blanche. Mary Ann Robinson, la mère de Michelle, s'est installée à la Maison-Blanche pour aider à la garde des enfants. Vie professionnelle. Michelle Obama a commencé à travailler en tant qu'associée au bureau de Chicago de Sidley & Austin dès la fin de ses études de droit. C'est là qu'elle a rencontré son futur époux, Barack Obama. Elle y travaille dans les domaines du droit de la propriété intellectuelle et du marketing. Depuis 1993, elle maintient volontairement sa licence de droit inactive, car elle n'est plus nécessaire à ses activités professionnelles. En 1991, Michelle est passée à des postes dans le secteur public au sein du gouvernement de la ville de Chicago en tant que commissaire adjointe à la planification et au développement et assistante du maire. En 1993, elle a été nommée directrice exécutive du Chicago Office of Public Allies, une organisation à but non lucratif qui encourage l'implication des jeunes dans les questions sociales par le biais d'agences gouvernementales et d'organisations à but non lucratif. Elle a travaillé pour cette organisation pendant près de 4 ans, au cours desquels elle a établi des records de collecte de fonds qui ont perduré pendant les 12 années qui ont suivi son départ. Michelle a déclaré qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse avant de commencer à travailler pour Public Allies. En 1996, elle a créé le Community Service Center à l'Université de Chicago, où elle a été nommée doyenne associée des services aux étudiants. Michelle Obama a reconnu dans une interview cette année-là qu'il y avait une forte probabilité que son mari, Barack Obama, s'engage dans une carrière politique, malgré les réserves qu'elle avait à ce sujet. Elle était consciente que leur vie serait ainsi scrutée par le public. Cela l'a rendue craintive, car elle est une personne très discrète. Michelle n'a pas trouvé ses activités agréables au départ, bien qu'elle ait soutenu les aspirations politiques de son mari en participant à la collecte de fonds et à la campagne. Le superviseur de Michelle à l'Université de Chicago lui a demandé si elle avait aimé faire campagne lorsque Barack était candidat à la Chambre des représentants des États-Unis en 2000. Elle a déclaré qu'en explorant de nombreux salons, elle avait trouvé de nouveaux concepts de décoration après avoir réfléchi à la question. Michelle n'était pas favorable à la candidature de Barack au Congrès, et elle s'attendait à ce qu'il donne une priorité plus pratique aux besoins financiers de la famille
après sa défaite. Michelle a émis des réserves quant à la candidature de Barack à l'élection présidentielle de 2008, principalement en raison de ses inquiétudes quant aux réactions de leur fille. Elle a accepté de soutenir sa campagne à condition qu'il s'abstienne de fumer. Elle a déclaré qu'elle n'était pas un conseiller principal pendant la campagne, mais qu'elle se concentrait plutôt sur les discussions relatives à la race et à l'éducation, en contextualisant souvent ces sujets à la lumière de ses expériences en tant que mère. En mai 2007, Michelle a réduit ses responsabilités professionnelles de 80% pour aider Barack dans sa campagne, 3 mois après l'annonce de sa candidature. Au début, elle ne s'est impliquée que de manière limitée, en participant à des événements 2 jours par semaine et en y passant rarement la nuit. En février 2008, elle a participé à 33 événements en 8 jours, ce qui indique une augmentation substantielle de son engagement. Elle a également fait de nombreuses apparitions lors de la campagne avec Oprah Winfrey et a composé ses propres discours, s'exprimant généralement sans notes. Pendant la campagne, certains médias et commentateurs ont dépeint Michelle comme une femme noire enragée. Elle a répondu qu'elle et Barack avaient développé un épiderme robuste au fil des ans. Elle était consciente que la critique était un aspect inhérent à la campagne et s'efforçait de l'accepter avec grâce. L'image publique de Michelle. L'importance de Michelle dans la campagne a diminué au moment de la Convention nationale du Parti démocrate, en août 2008. Plutôt que d'affronter son public, elle a préféré écouter ses appréhensions et faire preuve d'empathie. Elle a commencé à apparaître dans des émissions telles que The View et dans des publications telles que Ladies' Home Journal, où elle portait des vêtements plus décontractés que les pièces de haute couture qu'elle avait portées au début de la campagne. Cette modification de son image publique a été largement relayée par la presse et visait en partie à atténuer la perception négative dont elle faisait l'objet. Michelle Obama a d'abord été considérée comme la moins connue des épouses des candidats, et la campagne présidentielle a été son premier contact avec la scène politique nationale. Elle a partagé des anecdotes sur sa vie de famille au début de la campagne, mais elle a réduit son cynisme lorsque les médias ont commencé à se concentrer sur elle. Maureen Dowd, éditorialiste au New York Times, a fait remarquer que les moqueries de Michelle à l'égard de son mari n'étaient peut-être pas une décision politique judicieuse, car elles auraient pu nuire à l'aura de ce dernier. Craig Robinson, le frère de Michelle, l'a présenté à la Convention nationale du Parti démocrate en 2008. Dans son discours, elle s'est efforcée de se présenter, elle et sa famille, comme des incarnations de l'idéal américain. Elle a souligné l'importance de traiter les gens avec respect, de tenir ses promesses et de travailler avec assiduité, quels que soient les désaccords. Elle a également souligné son affection pour son pays, peut-être en réponse à des critiques concernant une déclaration antérieure, dans laquelle elle exprimait pour la première fois sa fierté à l'égard de son pays. Son discours a été bien accueilli, ce qui lui a valu une augmentation de 55% de sa cote de popularité. Michelle Obama a répondu à diverses critiques et controverses pendant la campagne, comme celle d'un commentateur de Fox News qui a qualifié de terroriste un salut du poing entre elle et Barack. Cet incident a entraîné l'annulation de l'émission et le retrait du commentateur de l'antenne. L'engagement politique de Michelle pendant la campagne de réélection présidentielle de 2012 a été nettement plus important qu'il ne l'avait été depuis 2008. Elle a cultivé une personnalité publique plus transparente et a été considérée comme le membre le plus populaire de l'administration Obama, avec des taux d'approbation dépassant régulièrement les 60%. À l'époque, elle a été décrite comme la personnalité politique la plus populaire des États-Unis par un haut responsable de la campagne Obama. Michelle était perçue comme une figure de polarisation, suscitant à la fois une forte loyauté et une vive hostilité. Toutefois, son image s'est améliorée depuis 2008. Pendant la campagne, son style vestimentaire s'est également transformé, devenant plus parcimonieux et plus sensible. Michelle a exprimé sa confiance dans les capacités de débat de son mari avant le débat inaugural du cycle électoral. Cependant, il a ensuite été critiqué pour son attitude détachée et baissée face à son adversaire, Mitt Romney. Néanmoins, le discours de Michelle lors de la Convention nationale du Parti démocrate de 2012 a été bien accueilli et sa cote de popularité auprès des électeurs inscrits
a atteint son plus haut niveau depuis avril 2009. Madame Obama a cherché à séduire les électrices des États en guerre en racontant des anecdotes sur son époux afin de l'humaniser. Paul Harris du Guardian a observé qu'Ann Romney, l'épouse du candidat républicain de 2012, Mitt Romney, avait utilisé la même stratégie. En octobre, les sondages indiquaient que les deux époux étaient dans l'impasse pour 47% du vote féminin. Toutefois, la quotée de popularité de Michelle Obama était plus élevée que celle d'Ann Romney, soit 69% contre 52%. Les médias ont souvent comparé Obama et Romney jusqu'à l'élection, malgré la supériorité d'Obama dans les sondages. Michelle Cottle, de Newsweek, a fait remarquer que la première dame ne recevait aucun bulletin de vote. Michelle Obama a visité des refuges pour personnes démunies et des cuisines de charité pendant les premiers mois de son mandat de première dame des États-Unis. De 2009 à 2017, elle plaide pour le service public et envoie des représentants dans les institutions. Le voyage de la charité ne s'arrête jamais. Madame Obama a soutenu les priorités politiques de son mari en plaidant en faveur d'une législation qui s'alignait sur elle. Par exemple, elle a organisé une réception à la Maison-Blanche en l'honneur de la loi Lilly Ledbetter de 2009 sur la rémunération équitable, à l'intention des défenseurs des droits des femmes. En outre, elle a exprimé son soutien à la mesure de relance économique en visitant de nombreux ministères. Si certains observateurs voient d'un bon œil ses activités législatives, d'autres estiment qu'elle devrait s'impliquer moins dans la politique. Selon ses représentants, elle avait l'intention de visiter toutes les agences du gouvernement américain afin de se familiariser avec Washington. Le 5 juin 2009, la Maison-Blanche a annoncé que Michelle Obama remplacerait son chef de cabinet, Jackie Norris, par Susan Scher, une connaissance et conseillère de longue date. Madame Norris a été nommée conseillère principale auprès de la Corporation for National and Community Service. Kristen Jarvis, une autre assistante essentielle, a servi de 2008 à 2015, date à laquelle elle a démissionné pour devenir le chef de cabinet de Darren Walker, le président de la Fondation Ford. En 2009, Madame Obama a été désignée Most Fascinating Person of the Year, personne la plus fascinante de l'année, par Barbara Walters. Dans ses mémoires, Becoming, Madame Obama décrit les 4 principales initiatives qu'elle a prises en tant que première dame. Let's Move, Reach Higher, Let Girls Learn at Joining Forces. Ces initiatives englobent la promotion des arts et de l'éducation artistique, l'encouragement du service national, l'aide aux femmes qui travaillent pour concilier leur carrière et leur famille, et la défense des familles de militaires. Elle a fait du soutien aux familles et aux conjoints de militaires une mission personnelle, éprouvant fréquemment une détresse émotionnelle à la suite de leur récit de sacrifice. En avril 2012, Madame Obama et son mari ont reçu le Gerald Washington Memorial Founders Award décerné par la National Coalition for Homeless Veterans, Coalition nationale pour les vétérans sans abri. Ce prix est la reconnaissance la plus prestigieuse accordée aux défenseurs des vétérans sans abri. Elle a de nouveau reçu ce prix en mai 2015, cette fois en compagnie de Jill Biden. Michelle Caudill a écrit un article dans Politico en novembre 2013 dans lequel elle accuse Michelle Obama d'être un cauchemar féministe, parce qu'elle n'a pas su tirer parti de son éducation et de sa position pour défendre plus directement les questions relatives aux femmes. Madame Caudill a cité Linda Hirschman, qui a critiqué l'accent mis par Madame Obama sur l'horticulture, l'alimentation saine et le soutien aux familles de militaires, en la comparant à une châtelaine anglaise des années 1830. Cet article a fait l'objet de vives critiques de la part de tous les partis de l'échiquier politique. Melissa Harris Perry, la présentatrice du MSNBC, a été l'une des principales critiques à exprimer son incrédulité à l'égard du point de vue de Madame Caudill, dans le cadre de la lutte contre l'obésité, qui constitue une grave crise de santé publique aux États-Unis. Les partisans de Michelle Obama ont mis l'accent sur son plaidoyer en faveur de pratiques alimentaires saines. En mai 2014, Michelle Obama s'est jointe à la campagne Bring Back Our Girls, Ramenez nos filles, pour plaider en faveur du retour des écolières nigérianes kidnappées. Elle a tweeté une photo d'elle serrant une affiche avec le hashtag de la campagne. Elle a également recruté de l'aide pour son initiative Let Girls Learn.
qui a abouti à la composition de la chanson This is for my girls, c'est pour mes filles. La candidature potentielle de Michelle Obama à l'élection présidentielle a fait l'objet de nombreuses spéculations au cours du second mandat du président Obama. En mai 2015, un sondage Rasmussen a révélé qu'elle bénéficiait de 22% de soutien pour l'investiture démocrate, ce qui était plus élevé que celui d'autres candidates potentielles telles qu'Elizabeth Warren, Martin O'Malley et Bernie Sanders, et contrastait avec les 56% de Hillary Clinton. Néanmoins, un autre sondage réalisé le même mois indiquait que 71% des Américains étaient d'avis qu'elle ne devrait pas se présenter à la présidence, contre seulement 14% d'avis favorables. En janvier 2016, le président Obama a clairement indiqué lors d'une réunion publique que sa femme ne serait pas candidate à la présidence. En mars 2016, Michelle Obama a elle-même démenti toute intention de se présenter aux élections, exprimant son vif désir d'influencer positivement les individus d'une manière apolitique. Dans l'épilogue de ses mémoires, Becoming, elle réaffirme qu'elle n'a pas l'intention de se présenter aux élections. Elle reconnaît que, malgré le potentiel de changement positif, la politique n'est pas la plateforme appropriée pour elle. Les libertés de la communauté LGBT. Lors de la campagne présidentielle américaine de 2008, Michelle Obama a mis en avant le bilan de son mari, Barack Obama, en matière de droits des LGBT auprès des groupes démocrates homosexuels. Elle a insisté sur le fait qu'il avait défendu diverses initiatives législatives, notamment la loi de l'Illinois sur les droits de l'homme, la loi de l'Illinois sur la violence à l'égard des femmes, la loi sur la non-discrimination dans l'emploi et l'abolition de la politique Don't Ask, Don't Tell, ne pas demander, ne pas dire. Madame Obama a également plaidé en faveur de l'abrogation complète de la loi sur la défense du mariage, des unions civiles, de la protection contre les crimes haineux liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, et d'un effort renouvelé pour lutter contre le VIH et le sida. Elle et son époux se sont tous deux opposés à l'inclusion d'amendements dans les constitutions fédérales de Californie et de Floride qui interdiraient le mariage entre personnes de même sexe. Michelle Obama a exprimé son admiration pour les États-Unis. L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Lawrence v. Texas a établi une corrélation entre les luttes pour les droits des homosexuels et les droits civils, affirmant que nous sommes tous ici grâce au sacrifice et au sang versé de ceux qui ont marché, saigné et péri de Selma à Stonewall à la recherche d'une union plus idéale. L'initiative nationale de Michelle Obama en faveur des familles de militaires inclut désormais des militaires ouvertement lesbiennes. À la suite de l'abolition de la loi Don't Ask, Don't Tell, le 20 septembre 2011, Michelle et Barack Obama ont publiquement exprimé leur soutien au mariage homosexuel le 9 mai 2012. Michelle n'avait pas encore fait connaître son point de vue sur la question. Michelle Obama et sa conseillère principale, Valerie Jarrett, ont été parmi les plus ardents défenseurs du mariage homosexuel dans la vie de Barack Obama. Selon de hauts responsables de la Maison-Blanche, Michelle Obama a souligné l'importance de l'équité et de l'égalité dans son soutien, déclarant qu'il s'agissait d'une question importante pour des millions d'Américains. Pour Barack et moi, il s'agit des valeurs que nous souhaitons inculquer à nos filles. Il s'agit de principes fondamentaux que les enfants acquièrent dès leur plus jeune âge et qu'ils sont encouragés à intégrer dans tous les aspects de leur vie. Dans une nation qui inculque à ses élèves la notion que tous les individus sont égaux devant la loi, il est tout simplement injuste de discriminer les couples de même sexe. Lors de la Convention nationale démocrate de 2012, elle a souligné l'engagement de son mari en faveur de l'égalité, affirmant que Barack est conscient de l'idéal américain parce qu'il en a fait de l'expérience. Il s'est engagé à faire en sorte que tous les habitants de ce pays aient les mêmes chances, quelles que soient leurs origines, leur apparence ou leurs relations amoureuses. Les gens ont commencé à spéculer sur le sexe de Michelle et la sexualité de Barack en raison de leur engagement en faveur de la communauté LGBT. Fausse déclaration. L'article satirique à l'origine de la théorie du complot selon laquelle Michelle Obama était biologiquement de sexe masculin et s'appelait Michael a rapidement été considéré comme une histoire apparemment crédible. L'article original, malgré sa nature satirique,
a été largement diffusée et quelques personnes ont commencé à accepter le récit frauduleux. La théorie a reçu une attention supplémentaire en 2014 lorsque l'humoriste Joan Rivers a fait un commentaire dédaigneux lors d'une interview dans la rue. Bien que la déclaration de Rivers ait été mal interprétée et n'ait pas été prise au sérieux, les théoriciens du complot l'ont citée comme une prétendue preuve pour étayer leurs affirmations concernant l'identité de genre de Michelle Obama. La conspiration a été considérablement exacerbée par les médias sociaux. Des images de Michelle Obama modifiées pour renforcer sa masculinité ont été largement diffusées sur des plateformes telles que Twitter et Facebook. Certaines de ces photographies ont semblé suffisamment convaincantes pour influencer l'opinion publique et perpétuer le faux récit. En 2023, la théorie du complot a connu une résurgence, avec des personnalités influentes et des personnalités médiatiques, telles que Jason Whitlock et Omar Navarro, qui ont utilisé leur plateforme pour diffuser ces affirmations infondées. La désinformation a également été diffusée par des médias conservateurs, ce qui a empêché de contrer efficacement ce faux récit. Un rapport publié par l'AFP le 22 juin 2023 souligne la diffusion continue de la désinformation. Un document électoral de l'Illinois et une photographie de Michelle Obama ont été prétendument utilisés pour démontrer qu'elle était de sexe masculin, selon des affirmations partagées sur les médias sociaux et divers sites web. Ces affirmations étaient inexactes. La Commission électorale de l'État de l'Illinois a affirmé que le prétendu registre électoral n'avait pas été produit et que l'image avait été modifiée. Selon Matt Dietrich, responsable de l'information publique du Conseil, Michelle Obama ne s'est jamais identifiée autrement que comme une femme. Malgré ses efforts de démystification, la théorie a continué d'exister dans certaines régions d'Internet. La croyance persistante en ces théories du complot a été exacerbée par la combinaison d'articles trompeurs et d'images altérées, ce qui met en évidence les difficultés de traiter et de rectifier la désinformation dans le paysage numérique contemporain. Barack Obama a fait l'objet d'une pléthore d'allégations peu recommandables portant principalement sur ses convictions religieuses, avant et pendant sa campagne présidentielle. Ces allégations frauduleuses ont été signalées pour la première fois en 2004 et ont été particulièrement répandues lors de l'élection de 2008. Le fait que le deuxième prénom d'Obama, Hussein, soit d'origine arabe a contribué à la confusion et aux idées fausses sur ses croyances religieuses, bien qu'il ait conservé son identité chrétienne. Des rumeurs ont persisté sur le fait qu'Obama pratiquait secrètement l'islam ou qu'il avait des croyances ésotériques, en dépit des preuves évidentes de sa foi chrétienne. Des opposants politiques, des blogueurs et des personnalités des médias conservateurs ont fréquemment relayé ces affirmations. Après son élection à la présidence des États-Unis en 2008, la controverse autour de sa religion s'est intensifiée. Le parcours religieux d'Obama a été publiquement documenté. De 1992 à 2008, il a été membre de la Trinity United Church of Christ à Chicago et a été un chrétien protestant pratiquant. Son ancien pasteur, Jeremiah Wright, a fait des déclarations incendiaires pendant sa campagne présidentielle, ce qui a fait de son affiliation à la Trinity un sujet de controverse. À la suite de cette controverse, Obama s'est retiré de l'Église, malgré son attachement indéfectible à sa foi chrétienne. Après son départ de Trinity United, Barack Obama a fréquenté diverses églises protestantes, telles que des congrégations baptistes, méthodistes et épiscopaliennes. Ces pratiques religieuses sont généralement restées privées, mais elles ont parfois été révélées pendant et après sa présidence. Le mythe selon lequel Obama est musulman a persisté, malgré les nombreuses preuves de sa foi chrétienne protestante. De nombreux républicains conservateurs, dont 17% des Américains, ont continué à croire qu'il était musulman, selon un sondage réalisé en 2012 par le Pew Research Center. Cette conviction tenace a été fréquemment utilisée par ses opposants pour saper sa loyauté et susciter des craintes concernant sa présidence, contribuant ainsi aux sentiments islamophobes plus larges qui ont prévalu aux États-Unis après le 11 septembre. Le 21 juillet 2008, le New Yorker a publié une couverture représentant Obama, en tenue musulmane traditionnelle, et Michelle Obama avec un AK-47, sur fond d'image d'Oussama Ben Laden.
Cette couverture a été le point culminant de la controverse. Le rédacteur en chef du magazine, David Remnick, a affirmé que la couverture avait pour but de faire une satire et de combattre les allégations. Mais un grand nombre de personnes l'ont jugée choquante et ont appelé au boycott. Obama a abordé ces faussetés à de nombreuses reprises au cours de sa campagne et de sa présidence. Dans une interview accordée à Christianity Today en 2008, il a déclaré « Je suis chrétien et j'ai prêté serment avec la Bible ». En outre, il a partagé des anecdotes personnelles concernant son voyage religieux lors de nombreux discours et apparitions publiques. Les difficultés qu'il a rencontrées au cours de son mandat, notamment la désinformation et les préjugés, se sont traduites par la réapparition persistante d'affirmations inexactes sur sa religion, en dépit de ses efforts. La perception du public. Michelle Obama est devenue une personnalité publique importante, influençant la culture populaire et bénéficiant d'une large reconnaissance, alors que Barack Obama devenait une figure politique nationale de premier plan. En mai 2006, elle a figuré sur la liste des 25 femmes les plus inspirantes du monde établies par Essence. En juillet 2007, Vanity Fair l'a reconnue comme l'une des personnes les mieux habillées au monde, illustrant ainsi son influence sur l'image publique et la mode. Elle a également été invitée d'honneur au bal des légendes d'Oprah Winfrey, où elle a rendu hommage aux femmes afro-américaines qui ont ouvert la voie. Son influence croissante a été soulignée par le magazine 0238 qui l'a classé en septembre 2007 au 58e rang des anciens élèves de Harvard les plus influents. Le soutien public de Michelle Obama et son rôle de modèle ont été bien accueillis au cours des premiers mois de la présidence de son mari. Elle a été acclamée pour son élégance vestimentaire et son pouvoir de star lors de son premier voyage à l'étranger en avril 2009. Au cours duquel elle a accompagné Sarah Brown, l'épouse du premier ministre britannique Gordon Brown, lors d'une visite d'un service de cancérologie. Néanmoins, les médias se sont interrogés sur le protocole lorsqu'elle a touché la main de la reine Élisabeth il y a quelques secondes. Toutefois, des sources du palais ont précisé par la suite qu'il n'y avait pas eu de manquement à l'étiquette. Le style de Michelle Obama a été comparé à celui de Jacqueline Kennedy pour son élégance et à celui de Barbara Bush pour sa discipline. Elle a été qualifiée de réformatrice de la mode, car elle intègre la mode haut de gamme à des marques plus abordables. En 2010, ses choix de mode comprenaient à la fois des articles de créateurs haut de gamme et de détaillants plus abordables, tels que J. Crew et Target. On estime que chacune des marques qu'elle a portées, y compris Crew et Target, a généré une moyenne de 14 millions de dollars en publicité. Sa préférence pour les robes sans manches et son choix de créateurs tels que Jason Wu, qui a conçu des ensembles pour ses 2 inaugurations, ont fait d'elle une icône de la mode et lancé des tendances. En outre, elle a adopté des créateurs africains comme Duro Olowu et Mimi Plange, ce qui a contribué à souligner son style éclectique. Michelle Obama est devenue la première dame à faire la couverture de Vogue depuis Hillary Clinton en mars 2009. Pendant son mandat, elle a fait 2 autres fois la couverture de Vogue, sa dernière apparition datant de décembre 2016. En août 2011, elle a franchi une étape importante en devenant la première femme à faire la couverture du magazine Better Homes and Gardens. Cette publication n'avait pas présenté de personne en couverture depuis 48 ans. En outre, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à présenter le prix du meilleur film lors de la 85e cérémonie des Oscars en 2013, où elle a annoncé la victoire d'Argo. Les médias ont souvent mis l'accent sur son sens de la mode plutôt que sur ses réalisations importantes, malgré ses contributions. Michelle Obama a exprimé le souhait de mettre l'accent sur les questions qui touchent les familles de militaires et de travailleurs. En 2008,